Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Historique, dirigé par Vincent Lagnol, avec Bruno Péquignot et Denis Rolland. La collection historique a pour vocation de présenter les recherches les plus récentes en sciences historiques. La collection est ouverte à la diversité des thèmes d'études et des périodes historiques. Elle comprend 3 séries. La première s'intitulant Travaux est ouverte aux études respectant une démarche scientifique, l'accent est particulièrement mis sur la recherche universitaire, tandis que la deuxième intitulée Sources a pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire de l'historien. Enfin, la troisième, Essais, accueille des textes ayant d'une forte dimension historique, sans pour autant relever d'une démarche académique. Série Travaux. Jean Watinauguard, Pétain, Le mythe polymorphe, tome 1, 2021. Denis Chiaroscuro, Casimir Delaroque à l'Élysée. L'influence du chef des Croix-de-Feu sur le président de Gaulle, 2021. Pascal Teinturier, L'évolution pharmaceutique. Les syndicats pharmaceutiques entre libéralisme et mutualisme 1803 à 1943, 2021. Philippe Arnoux, Chasseur à cheval de la garde ou la vie héroïque du colonel J.B. Varelio, tome 2, 2021. Philippe Arnoux, Un hussard de légende ou la vie héroïque du colonel J.B. Varelio, tome 1, 2021. Éric Wenzel, Justice et société coloniale en Nouvelle-France. Le procès de l'esclave amérindienne Marie en 1759, 2021. Patrice Vermeyren, Le philosophe communeux. Napoléon La Cécilia, néo-kantien, philologue et général de la Commune de Paris, 2021. Didier Chauvet, Le nazisme en 150 questions 2021. Assina Ramdani, L'université et après ? Devenir sociaux des filles et fils d'immigrés à l'université, 1950 à 2010, 2021. Jean Watinauguard. Petain, Le mythe en ECLATS. Tome 2. Remerciements. L'auteur tient à remercier pour leur lecture attentive et leurs conseils judicieux David Daubat, Jérôme Gragégic, Benoît Julien, Patrick Mathieu, Laura Quemenet, Patrick de Saint-Martin, Jérôme Watinauguard, Luc et Nadine Watinauguard. Sans oublier son épouse, Catherine de Cotz, qui a supporté les nombreuses années de recherche et d'écriture. Et pour la mise en page, Isabelle Vidali. Pétain, le mythe en éclat 2. I. Pétain, le maréchal républicain. Haro sur l'esprit de jouissance. Le procès de la démocratie. 1789 à 1940. Vichy, un espace mental normé. Vichy, abolition des conquêtes politiques de 1789. Aliénation de l'égalité devant la loi. Aliénation de la souveraineté populaire. Aliénation de la République parlementaire. Aliénation de la représentation électorale. Aliénation de la citoyenneté républicaine. Aliénation de la liberté. Aliénation de la nationalité, la France aux Français. De Pétain le père protecteur. L'antisémitisme d'État. La ségrégation. La spoliation. La vindicte. La persécution. La déportation. L'État français responsable. Vassalisation de la France, le STO. La stigmatisation des diviseurs. Première cible, les francs-maçons. Deuxième cible, les communistes. Cerveau reptilien. De l'État français à l'État milicien. 3. Pétain résistant. Vainqueur de Verdun, un titre usurpé. L'armistice conclu dans l'honneur. Montoire, le mythe du traité de paix. Double jeu. Dakar. Hitler convoite l'Afrique du Nord. Vers une première collaboration militaire de Vichy. Les protocoles de Paris font long feu. Syrie, la guerre franco-française dans l'Empire. Vers une deuxième collaboration militaire. Madagascar, l'honneur français. Dieppe. L'opération Torch, novembre 1942. La crise de novembre 1943,
Un acte de résistance? Débarquement des Alliés en Normandie, 6 juin 1944. La mission Rougier. Pétain Janus. 4. Les mensonges qui nous feront tant de mal. Quel sacrifice? Abus de confiance. Des mots et des mots. Quel honneur. La délation-dénonciation, un devoir. Le devoir d'exemplarité bafoué. V. Hypothèse. Bibliographie. Quiconque prétend au rôle de chef doit accepter et payer ses prérogatives. Il tire de ses succès de plus grands avantages matériels et moraux que les autres citoyens. La logique veut qu'il tire de ses échecs et de ses fautes de plus sévères condamnations. S'élevant au-dessus de la condition commune, il ne peut se prévaloir du droit commun si la partie qu'il a jouée tourne à sa confusion. Ainsi le voudrait du moins, semble-t-il, le bon sens et l'équité. Jean Schlumberger. L'ordre ne s'obtient pas par simple addition de commandements, pas plus qu'un culte ne se fonde sur la multiplication des rites. Anatole de Monzie. Lorsque Pétain aura disparu, ces orphelins répandus aujourd'hui à travers le monde continueront à propager l'équivoque de sa doctrine comme les moustiques transmettent la malaria. André Schwab. Il est trop vieux pour qu'on le tue. Mais il ne doit pas échapper à la dégradation militaire devant les troupes en beaux rectangles. Ce châtiment est de son ordre. Léon Vert. Le traître est l'homme méprisable qui a toujours été un défaitiste et qui, sénilement accroché à ses prérogatives, jouissant de l'iconographie dont il était l'objet et dont ses turiféraires l'encensaient, est resté impavide devant tous les affronts, tous les coups portés à son pays dont il se prétendait le guide et le seul chef. Antoine Delenda. Suis-je vraiment un mauvais Français? Philippe Pétain à l'Île-Dieu. 4 axes au moins conduisent à démythifier le mythe Pétain. Le mythe du maréchal républicain, quand celui-ci renverse la République pour instaurer un régime autoritaire voire dictatorial. Le mythe du père protecteur quand il exclut de la société française les Juifs, livre aux Molochs allemands de jeunes Français pour aller travailler en Allemagne et fait la chasse aux résistants, particulièrement les communistes. Le mythe du résistant, ou mythe de l'épée et du bouclier fort de son soi-disant double jeu. Lui qui osa affirmer « Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal », en proférera beaucoup entre 1940 et 1944, mensonges qui continuent aujourd'hui à faire du mal. Pétain, le maréchal républicain? La belle image du maréchal républicain se déchire très vite. La potiche va jouer au trouble-fête. Au cours du Conseil des ministres qui se tient le 13 juin 1940 au château de Cangey, Indre-et-Loire, Pétain, alors vice-président du Conseil, hostile à la poursuite des combats par le transfert du gouvernement en Afrique du Nord souhaité par Paul Reynaud et favorable en son fort intérieur à l'armistice, entend forcer la décision, soutenue par Weygand, chef des armées. Je déclare en ce qui me concerne que hors du gouvernement s'il le faut, je me refuserai à quitter le sol métropolitain. Je resterai parmi le peuple français pour partager ses peines et ses misères. L'armistice est, à mes yeux, la condition nécessaire à la pérennité de la France. Que signifie s'il le faut? Fort de sa notoriété, son adulation auprès des Français, Pétain entend-il forcer le destin en créant son propre gouvernement? Les Allemands font leur entrée à Paris, le 14 juin 1940, qui se met à l'heure allemande quand, le même jour, le gouvernement arrive à Bordeaux. Sous la forme déguisée du chantage à la façon moi ou le chaos, mais ne prononçant ni le mot armistice, encore moins celui de capitulation, Pétain remet, le 16 juin 1940, sa lettre de démission de son poste de vice-président du Conseil au président de la République, Albert Lebrun. Monsieur le Président du Conseil, la gravité chaque jour croissante de la situation militaire me convainc de la nécessité pour le gouvernement de mettre immédiatement fin aux hostilités. Cette mesure est la seule capable de sauver le pays. L'avance de l'ennemi, si l'on y met un terme, conduira à l'occupation et à la destruction totale du territoire. Il en résultera une réduction des ressources alimentaires de la nation, dans des conditions telles que la famine est inévitable à très bref délai. Les délibérations quotidiennes du gouvernement m'apparaissent comme étant de pures manœuvres dilatoires, aboutissant à l'abdication définitive de la souveraineté française. Je ne puis m'y associer. Je vous remets donc ma démission des fonctions de ministre d'État et de vice-président du Conseil.
Il ajournera sa décision devant les suppliques de Lebrun et des ministres. Au reste, Reynaud vient de démissionner. Pétain se pose alors en défenseur de la souveraineté française et en protecteur du territoire, deux ambitions qui voleront en éclats quelque temps plus tard. Peut-on parler d'un complot fomenté par Pétain en juillet 1940 ? Pétain le légaliste est appelé au pouvoir dans les formes constitutionnelles. Il refuse le coup de force proposé par Raphaël Alibert en juillet 1940. Commensal de Pétain, ce dernier avait, durant les années 30, créé un comité pour préparer la refonte des institutions de l'État et misait alors sur le maréchal. Auteur du projet inscrit dans le livre de Gustave Hervé, C'est Pétain qu'il nous faut, ancien membre de la Cagoule, Alibert va, en tant que garde des Sceaux, rédiger les actes constitutionnels de juillet 1940. Au procès Pétain, 23 juillet au 14 août 1944, il déclarera avoir fait Pétain, tout d'abord par un mensonge en déclarant à Lebrun et à quelques ministres qui songeaient à gagner l'Afrique pour y maintenir la République, que les Allemands étaient arrêtés sur la Loire. Ensuite, par un faux en intimant sur papier à lettre personnelle du maréchal à certains ministres peu sûrs de rester en France. S'il n'y a pas complot comme le confirmera la Haute Cour de justice lors du procès Pétain, mais usage du pouvoir pour abattre la République, peut-on parler de prémonition de Pétain ? Anatole de Monzie rapporte dans son livre ci-devant que le 30 mars 1940, le maréchal Pétain, en séjour à Paris, est venu me voir au ministère de Travaux publics. Chatin, qui est en Espagne son collaborateur officieux, l'accompagne jusqu'à mon cabinet et se retire pour nous laisser en conversation directe. Le maréchal hésite à repartir pour Madrid. Il envisage une vie en partie double, 15 jours à Saint-Sébastien, 15 jours à Paris. Il conviendrait que la mission en Espagne ne se prolongeât pas trop longtemps. La présence du plus grand chef devient de plus en plus nécessaire en France. Nous analysons à petits mots une situation intérieure qui, depuis l'affaire de Finlande, est hypothéquée de lassitude et d'incertitude. Le maréchal se lève et me dit « Ils auront besoin de moi dans la seconde quinzaine de mai ». Anatole de Monzie retrouvera Pétain le 3 mai 1940. Je vois ce matin le maréchal Pétain plus grave, plus sombre encore qu'à son accoutumance. Il sait plus que je ne sais. Nous échangeons des pronostics moroses. D'autres affirment au contraire que ce même jour 30 mars, Pétain était à Madrid. Il ne sera convoqué par Paul Reynaud que le 1er mai, qui le sollicite de nouveau pour entrer au gouvernement, mais en vain. Le 5 mai, Pétain aurait déclaré à Darlan à propos de la marine française « Enfin, voici quelque chose qui fonctionne encore dans ce pays. Il faudra nous tenir épaule contre épaule, puis-je compter sur vous, amiral ?» De Stuttgart, à l'heure de l'émission La Voix de la Paix, Paul Ferdonnet annonce le 12 mai 1940 « Français, vous allez avoir un gouvernement Pétain. » Et le même, 10 jours après l'entrée de Pétain dans le gouvernement Reynaud, revient à la charge, Pétain au pouvoir. C'est Pétain qu'il nous faut. Haro sur l'esprit de jouissance. Obsession cardinale de Pétain bien avant la défaite, l'esprit de jouissance et sa condamnation. Posture pour le moins cocasse quand on sait les libertés qu'il se donnait, et ses nombreuses conquêtes féminines. Alors âgé de 86 ans, n'avouera-t-il pas à son gardien, à l'Île-Dieu, avoir taquiné la gent féminine à l'hôtel du Parc à Vichy, en 1942. Dans son discours prononcé à Metz, le 20 novembre 1938, où 20 ans plus tôt il fut élevé à la distinction de maréchalat, Pétain dénonce, et ce n'est pas la première fois, les jouissances et les appétits matériels vers lesquels se sont laissés entraîner les Français. À cause du Front populaire, bien sûr. Le 25 mai 1940, soit 15 jours seulement après le début de l'offensive gudériane, et 7 jours après sa nomination à la vice-présidence du Conseil, Pétain, hostile au limogeage rendu public du général Corap, commandant la 9e armée pour avoir pas défendu la Meuse, adresse une lettre à Paul Reynaud dans laquelle il date la naissance de notre décadence en 1918 et tient des propos pour le moins défaitistes et sulpiciens qui préparent les esprits. Le pays tout naturellement oublie les fautes qu'il a et que nous avons tous commises pendant 22 ans, ce goût de la vie tranquille, cet abandon de l'effort qui nous ont menés là où nous sommes, bien plus que les défaillances individuelles. C'est pourtant ce mea culpa que nous devons faire si nous voulons être sauvés. Parole punitive et comminatoire. Le 20 juin 1940, cette fois-ci de manière publique,
Pétain professe à nouveau les mêmes critiques où apparaît en filigrane la condamnation du Front populaire et des congés payés. Depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner les forts. On rencontre aujourd'hui le malheur. Pétain n'est pas le seul à dénoncer l'esprit de jouissance. Raymond Raoul Lambert avait préparé en juillet 1940 une note sur la nécessité d'une action morale sur les combattants avant leur démobilisation, pour qu'ils deviennent un élément d'énergie au sein de la communauté nationale. Dans cette note, il condamnait l'appétit de jouissance et regrettait l'oubli de la notion de sacrifice, l'oubli des disciplines spirituelles. Nouvelle diatribe de Pétain, dans son message du 25 juin 1940 pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Annonçant la Révolution nationale, le maréchal stigmatise sous la plume d'Emmanuel Berle l'esprit de jouissance. Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. Le mensonge n'est-il pas dans une France encore catholique, un péché ? La terre, elle ne ment pas. Contrairement à la ville, lieu de toutes les turpitudes et des révolutions. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est à un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous convie. Une politique à l'opposé de celle du général de Gaulle, qui choisit la reconquête de l'indépendance nationale avant toute réforme intellectuelle et morale. Curieux réflexe français, que de prêcher le redressement intellectuel et moral après chaque défaite. En 1871, on parle plutôt, comme Ernest Renan ou Hippolyte Taine, de réforme intellectuelle et morale. Ne dit-on pas à l'époque que l'instituteur prussien l'a emporté sur l'instituteur français ? En 1940, l'instituteur sera toujours dans la ligne de mire, cette fois-ci celle de Pétain, qu'il jugera de nouveau responsable de la défaite. Au reste, de quel redressement ou révolution s'agit-il ? Le 28 juin 1940, le général Weygand, alors ministre de la Défense nationale, remet à Pétain une note où se dessine le thème de la France seule, cher à Charles Maurras. L'ancien ordre des choses, c'est-à-dire un régime politique de compromission maçonnique, capitaliste et international nous a conduits où nous sommes. La France n'en veut plus. La lutte des classes a divisé le pays, empêché tout travail profitable, permis toutes les surenchères de la démagogie. La baisse de la natalité, en diminuant le potentiel de la France, nous a amenés, du point de vue militaire, à défendre notre territoire avec une proportion inadmissible de contingents nord-africains, coloniaux et étrangers. Critique pour le moins acerbe et étrange de la part de celui qui aura pour mission de défendre l'Empire. Deuxième conséquence de la baisse de la natalité, toujours selon Weygand, du point de vue national, la France a été amenée à effectuer des naturalisations massives et regrettables et à livrer une partie de notre sol et de nos richesses à des exploitants étrangers. Ces étrangers, seraient-ils des Juifs, que Weygand ne mentionne pas ouvertement comme ennemis de la France ? Il n'aura pas les mêmes préventions en Afrique du Nord quand le 26 janvier 1941, il préviendra les officiers de la garnison d'Alger de se méfier des Juifs et des francs-maçons. Ce sont ceux qui appartiennent à une religion ou à une secte que la Révolution nationale a écartés du pouvoir parce qu'ils ont été les fauteurs principaux de la décadence française. Thème récurrent à toute crise, la pureté entachée, salie par l'étranger assimilé au microbe, à l'agent destructeur. Enfin, Weygand voue aux gémonies, la vague de matérialisme qui a submergé la France, l'esprit de jouissance et de facilité sont la cause profonde de nos faiblesses et de nos abandons. Le redressement intellectuel et moral est à un mot près, réforme, le titre du livre écrit par Ernest Renan au sortir de la défaite de 1871 consacré à la décadence française et à ses causes. Où l'on peut lire « La vérité est que toutes nos faiblesses eurent une racine plus profonde, une racine qui n'a nullement disparu, la démocratie mal entendue. Un pays démocratique ne peut être bien gouverné, bien administré, bien commandé. » 70 ans plus tard, la même condamnation perdure. Le procès de la République est celui de la Révolution française de 1789, à l'origine, selon les pétainistes, d'une triple fracture. Vichy instruit donc le procès de la démocratie en 3 temps. Le procès de la démocratie. Premier temps du procès, l'individualisme destructeur. Depuis la Révolution française, le rationalisme cartésien s'est diffracté en 2 courants, le laïcisme et le libéralisme.
Le laïcisme ou naturalisme substitue une morale immanente à une morale transcendantale. Les valeurs sont dorénavant dans l'individu et non plus extérieures à lui et le dépassant. La nature, ou raison humaine, est alors maîtresse et souveraine. L'individu devient alors la valeur centrale constitutive de la société. Conséquence de l'idéalisme empirique ou subjectif, l'homme naturellement bon crée sa propre vérité. Il est né libre et sa liberté se manifeste aussi bien dans sa faculté d'agir, résultante de sa raison, que dans l'exercice de cette faculté. Enfin, le principe de l'égalité de tous devant la loi est la clé de voûte de la société civile. L'individu, sujet de droit, devient le fondement de la société. Le contrat social est l'unique forme d'association légitime, construit d'après le libre consentement des libertés individuelles. Aussi, les associations naturelles et hiérarchisées, familles et corporations, doivent théoriquement être abolies. Au premier but de la Révolution française qui fut de transformer la société civile, le second, d'ordre politique, porte sur l'instauration du principe de la souveraineté populaire. Le peuple souverain est alors la seule source de pouvoir, le gouvernement n'est que son mandataire. Les doctrinaires de la Révolution nationale s'insurgent contre cet individualisme, facteur à leurs yeux de dissociation organique. L'individu se révoltant contre les lois de Dieu ou contre les lois de la nature perd alors son intégrité et devient un déraciné. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quintessence de l'esprit moderne, aurait inoculé le poison de l'individualisme dans le corps social. Le contre-révolutionnaire Louis de Bonald n'a-t-il pas averti ? L'homme ne peut avoir d'autre volonté que celle du corps social auquel il appartient. Alexis de Tocqueville a pour sa part alerté des dangers de la montée de l'individualisme et des risques sur la pérennité de la démocratie. Ce corps social que Pétain entend recomposer. Pétain n'a pas attendu 1940 pour condamner l'individualisme. Pour qui l'écoute ou le lit durant l'entre-deux-guerres, ses propos sont sans équivoque. Comme ceux tenus le 19 septembre 1927, dédié à l'éloge du soldat de Verdun à l'occasion de la translation de 52 cercueils contenant des ossements recueillis dans les secteurs de Verdun. Il avait appris que dans la lutte chacun est solidaire de tous et il avait sacrifié ses habitudes individualistes, ses préjugés de classe, créant ainsi cette admirable camaraderie qui a garanti la cohésion des combattants. De nouveau, dans un discours prononcé le 7 août 1932, lors de l'inauguration de l'ossuaire de Douaumont, Pétain voit dans l'individualisme la racine de nos maux dont nous sommes frappés depuis la victoire de 1918. Le péril écarté, la victoire remportée, nous nous sommes retournés trop facilement vers cet individualisme qui est la marque de notre hérédité latine. Beaucoup de ceux qui dans l'épreuve étaient élevés à la vision claire des devoirs envers la patrie, ont rétréci leur horizon à leur foyer, à l'atelier, à la cité. Observons que la terre, le champ et donc le paysan ne figurent pas dans la liste de ceux qui ont rétréci leur horizon. Le paysan sera un des héros de la Révolution nationale. Le sublime élan de dévouement envers la collectivité nationale a trop souvent fait place aux calculs égoïstes des intérêts particuliers. Autre catégorie également épargnée par Pétain, les militaires. Il en fait l'apologie dans un discours prononcé le 17 juin 1934 lors de l'inauguration du monument aux morts de la Côte 304 où 10 000 poilus sont morts, de février à avril 1916, mais qui par leur résistance auront stoppé l'offensive allemande. On aurait pu craindre que la paix, les exigences de la vie quotidienne n'affaiblissent en eux le sentiment de la place qu'ils tiennent dans notre appareil militaire. L'assiduité avec laquelle sont fréquentées nos écoles d'officiers et de sous-officiers de réserve nous prouve qu'en eux, rien n'a déchu. Comme pendant la guerre, ils manifestent dans l'accomplissement de leurs tâches la même conscience, le même esprit de devoir, la même conception à la fois forte et bienveillante du commandement. Pétain n'entend-il pas ainsi conjurer le pacifisme des instituteurs, qui forment alors la moitié des officiers de réserve? L'armée, c'est l'ordre, autre obsession de Pétain liée à l'esprit de sacrifice. Quelques années plus tard, Pétain n'aura pas les mêmes préventions à l'égard de ses écoles. À l'origine de la décrépitude morale, l'école et les instituteurs. Dans son article du 15 août 1940, le maréchal Pétain prévient qu'avoir prétendu qu'il suffit d'instruire les esprits pour former les cœurs, l'école se trompe également.
Une autre grave erreur de notre enseignement public, c'est qu'il était une école d'individualisme. Je veux dire qu'il considérait l'individu comme la seule réalité authentique, et en quelque sorte absolue. La vérité c'est que l'individu n'existe que par la famille, la société, la patrie dont il reçoit, avec la vie, tous les moyens de vivre. Il est aisé de le constater d'ailleurs. Les époques où l'individualisme a fait la loi, sont celles qui comptent le moins d'individualité véritable. Nous venons d'en faire la cruelle expérience. C'était une grande pitié de voir, jusqu'à la veille de la guerre, nos journaux et nos revues tout pleins d'éloges de l'individualisme français, qui est exactement ce dont nous avons failli mourir. L'individualisme n'a rien de commun avec le respect de la personne humaine, sous les apparences duquel il a essayé parfois de se camoufler. Cible privilégiée de la Révolution nationale pour éradiquer l'individualisme à sa naissance, la jeunesse. Dans un message radiodiffusé, qui lui est adressé le 29 octobre 1940, Pétain déclare sur un ton paternel et amical : « Comprenez bien mes jeunes amis, que cet individualisme dont nous nous vantions comme d'un privilège est à l'origine des maux dont nous avons failli périr. » Paroles projectives, éducatives et comminatoires. En janvier 1941, un nouveau discours radiodiffusé de Pétain est destiné encore une fois à la jeunesse pour la chapitrer sur le thème de la famille, du travail et de la patrie. La préface nécessaire à toute reconstruction, c'est d'éliminer l'individualisme destructeur de la famille dont il brise ou relâche les liens, destructeur du travail à l'encontre duquel il proclame le droit à la paresse, destructeur de la patrie dont il ébranle la cohésion quand il n'en dissout pas l'unité. L'individualisme tourne inévitablement à l'anarchie, qui ne trouve d'autre correctif que la tyrannie. Ce discours reprend un paragraphe de son article paru dans le numéro du 1er janvier 1941 de la Revue universelle, intitulé « Individualisme et nation ». Dans les malheurs de la patrie, chacun de nous a pu se rendre compte qu'il n'y a pas de destin purement individuel et que les Français n'existent que par la France. Jetés hors de leur maison, loin de leur champ, de leur métier, réduits à la condition de nomades, des millions de nos concitoyens ont appris par une cruelle expérience que l'homme réduit à lui seul est la plus misérable des créatures. Dans ce naufrage de toute leur sécurité coutumière, c'est à ce qui restait de leur village, de leur famille, de leur foyer, qu'ils ont demandé assistance, c'est vers ce qui subsistait encore de la nation qu'ils ont cherché secours. Puisse cette grande et terrible leçon leur servir. L'épreuve soufferte par le peuple français doit s'inscrire en trait de feu dans son esprit et dans son cœur. Ce qu'il faut qu'ils comprennent pour ne jamais l'oublier, c'est que l'individualisme dont il se glorifiait naguère comme d'un privilège, est à l'origine des maux dont il a failli mourir. Il n'y aurait pas de relèvement possible, si les fausses maximes de l'égoïsme politique, social, moral, spirituel devaient rester celles du nouvel État français, de la nouvelle société française. Nous voulons reconstruire, et la préface nécessaire à toute reconstruction, c'est d'éliminer l'individualisme destructeur de la famille dont il brise ou relâche les liens, destructeur du travail à l'encontre duquel il proclame le droit à la paresse, destructeur de la patrie dont il ébranle la cohésion quand il n'en dissout pas l'unité. Pétain annonce en filigrane l'incontournable triptyque famille-travail-patrie. Dressé systématiquement contre tous les groupes sociaux sur lesquels la personne humaine s'appuie et se prolonge, l'individualisme ne manifeste jamais de vertu créatrice. Il est à remarquer que les époques où l'individualisme règne sont celles qui produisent le moins d'individualité. L'individualisme reçoit tout de la société et ne lui rend rien. Il joue vis-à-vis d'elle un rôle de parasite. Quand elles sont fortes et riches, les sociétés peuvent supporter un certain degré de parasitisme. Lorsque ce degré est dépassé, la société s'effondre et ses parasites avec elle. La nature ne crée pas la société à partir des individus, elle crée les individus à partir de la société, comme l'a démontré la sociologie moderne. Pétain ferait-il ici l'éloge du marxisme et du sociologue allemand G. Simmel ? Propose-t-il un nouveau contrat social ? Ou plus simplement, ne fait-il que s'inspirer du nationalisme intégral de Maurras ? Pour défendre la famille, afin de complaire aux catholiques, l'association, celle de l'esprit de la loi républicaine de 1901, et l'État autoritaire, les trois piliers de la société, Pétain poursuit. L'individu, s'il prétend se détacher de la société maternelle et nourricière, se dessèche et meurt sans porter fruit. Dans une société bien faite,
L'individu doit accepter la loi de l'espèce ne doit pas subir les volontés anarchiques des individus, et cela dans l'intérêt des individus eux-mêmes. La première garantie des droits de l'individu réside dans la société. Ayez une société solide et dans laquelle le noyau social primitif, la famille, soit fort. Les droits primordiaux de l'individu, religieux, domestiques, scolaires, y trouveront leur rempart. L'association volontaire continue le bienfait de la société naturelle. Ayez des associations puissantes, des associations de métiers notamment, et les autres droits essentiels auront en elles leur assiette et leur fondement. L'association volontaire continue le bienfait de la société naturelle. Vichy ajoutera, par la loi de 1942, les associations familiales. L'État enfin achève et couronne l'action tutélaire de la société et des associations. Ayez un État fort, et tous ces droits distincts divers, contradictoires même, ne feront pas de la cité leur champ de bataille, parce que l'ordre public sera lui aussi pourvu d'un garant et d'un protecteur. Vient ensuite la parole salvatrice et conjuratoire. L'esprit nouveau doit être un esprit de communion nationale et sociale. Professer le nationalisme et prétendre rester individualiste est une contradiction insoutenable, où trop de nos devanciers se sont attardés, et qui devait finalement se révéler ruineuse. Seul l'élan collectif donne son sens à la vie individuelle en la rattachant à quelque chose qui la dépasse, qui l'élargit et qui la magnifie. Pour conquérir la paix et la joie, chaque Français doit commencer par s'oublier lui-même. Qui est incapable de s'intégrer à un groupe, d'avoir l'esprit d'équipe, le sens vital de la coopération, ne saurait prétendre à servir, c'est-à-dire à remplir son destin d'homme. Je ne veux pas voir autour de moi des hommes dont l'adhésion serait marquée au coin d'un avide égoïsme, ou d'un conformisme paresseux. Ceux qui désirent collaborer avec nous doivent savoir qu'ils accomplissent un devoir, sans autre récompense que la satisfaction virile d'apporter leur pierre à la grande œuvre de la rénovation française. Le recours au mot pierre est-il innocemment choisi, lui qui fait référence à l'esprit maçonnique ? Ils doivent aussi réapprendre à vivre et à agir en commun, en ouvrant leurs âmes toutes grandes aux puissants et bienfaisants effluves collectifs où se mêlent les héritages du passé et les appels de l'avenir. Il n'y a pas, dit Renan, de philosophie plus superficielle que celle qui, prenant l'homme comme un être égoïste et viager, prétend l'expliquer et lui tracer ses devoirs en dehors de la société dont il est une partie. Quel relèvement pourrait espérer un pays qui ne trouverait chez lui qu'égoïsme, isolement, sécheresse de cœur, indifférence ? Il serait frappé d'une sorte d'incapacité de vivre, car les sources de la vie seraient taries en lui. Il n'y a pas de société sans amitié, sans confiance, sans dévouement. L'individualisme est venu se greffer sur notre goût naturel de l'indépendance, et a transformé une qualité certaine en un très grave défaut. L'indépendance peut parfaitement s'accommoder de la discipline, tandis que l'individualisme tourne inévitablement à l'anarchie, laquelle ne trouve d'autre correctif que le collectivisme. Mais deux erreurs contraires, embrassées tour à tour, ne font pas une vérité. À la régénération de la France, il faut la base du devoir, d'un devoir librement consenti et courageusement accompli. Aucune référence dans ce texte aux droits des personnes, celles-ci n'ayant que des devoirs. Mais, à cette volonté morale de redressement personnel, il nous appartient d'assurer des conditions politiques et sociales favorables. Nous y pourvoirons, car rien ne serait possible si les faux principes de l'individualisme restaient la philosophie même de l'État français. Nous demandons au peuple français, d'abord de nous faire confiance, ensuite de nous comprendre et de s'aider lui-même en nous aidant. Vient ensuite le couplet du chef dont l'empathie envers son peuple participe du lien affectif et prétend sonder les reins et les cœurs pour agir en leur nom. Je l'ai vu, ce peuple français. J'ai communié intimement avec lui à Toulouse, à Montauban, à Lyon, à Arles, à Marseille, à Toulon, à Avignon. J'ai senti battre son cœur à l'unisson du mien. Il se rend clairement compte que nous ne voulons fonder notre autorité que sur la raison, sur l'intérêt public, sur l'évidence de l'utilité de notre action, comme de la vérité de nos principes. À chacun de servir à son rang l'œuvre de la Révolution nationale. Que chacun remplisse consciencieusement son devoir d'État, sans jamais perdre de vue la grandeur et la noblesse de l'entreprise collective à laquelle il participe. L'action la plus modeste a de quoi combler le cœur de l'homme, s'il sait l'inscrire sur un assez vaste horizon. Français à l'ouvrage, tous ensemble, d'un même effort, d'une même ardeur, au service de la France.
Dans la pensée maréchaliste, le je devient nous. Derechef, dans son message du 8 juillet 1941 au Conseil national, Assemblée consultative créée le 22 janvier 1941 comme substitut parlementaire, Pétain revêt l'habit de sociologue en affirmant à la suite de Joseph de Maistre, théoricien de la contre-révolution, que un peuple n'est pas un nombre déterminé d'individus, arbitrairement comptés au sein du corps social et comprenant seulement des natifs du sexe masculin parvenus à l'âge de raison. Les femmes en seraient-elles exclues ? De fait, elles n'ont pas encore le droit de vote. L'expérience décisive et concluante montre que cette conception n'aura été qu'un intermède relativement court dans l'histoire de notre pays, beaucoup plus court encore dans celle de la plupart des pays européens qui l'ont imité par étapes successives. Fait-il référence à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, au lieu de la dictature ? Pétain démurge ? Je me propose de recomposer le corps social d'après ces principes. Il ne suffira plus de compter les voix. Il faudra peser leurs valeurs pour déterminer leur part de responsabilité dans la communauté. Il récidive devant la commission de la Constitution du Conseil national, en la personne de Joseph Barthélemy, son président et ministre de la Justice, qui lit le 14 octobre 1941, un message condamnant de nouveau l'individualisme. Les malheurs de la patrie sont venus avant tout d'un individualisme excessif, d'une fausse conception de la liberté et d'un fléchissement de la conscience nationale remplaçant trop souvent le respect du devoir par la revendication des droits. Ne considérant que l'individu, les institutions lui avaient tout subordonné. La patrie, la nation, la famille, la religion étaient trop souvent méconnues et bafouées. La vie sociale était devenue une lutte ouverte entre des intérêts dressés égoïstement, les uns contre les autres. Pétain entend alors panser les plaies et réconcilier les contraires. Le mythe de l'unité s'active. Deuxième temps du procès instruit contre la démocratie. La communauté perd son unité spirituelle. Autre courant du rationalisme, le libéralisme soutient que les lois humaines n'ont plus à se conformer au droit naturel. La loi, expression de la volonté générale, est la seule source du droit. Cette loi est inviolable, indivisible, infaillible et absolue. La Révolution nationale fustige le libéralisme qui porterait en lui l'inversion des valeurs et induirait une modification des rapports entre les individus au sein de la communauté. Le libéralisme serait destructeur de l'ordre social par la suppression des hiérarchies sociales. La démocratie, aux mains de la clique judéo-maçonnique, consacre alors le règne de la plutocratie. Dans son discours du 8 juillet 1941, Pétain condamne l'irresponsabilité à la source de la Troisième République. Nous avons pratiqué un régime politique où le principe de l'irresponsabilité était posé de la base au sommet de l'État. Irresponsabilité du corps électoral, irresponsabilité du pouvoir législatif, irresponsabilité du pouvoir exécutif. Troisième temps du procès. La démocratie divise. La démocratie achève la décomposition de la société. Antithèse de la continuité, de la tradition et de la durée, la démocratie pervertit et divise. Pétain n'a pas attendu 1940 pour en souligner les méfaits. Dans un texte qui devait déboucher sur un livre consacré à la France et son armée, souhaité par Pétain, Charles de Gaulle, alors colonel, écrit sous la direction et les corrections de Pétain: Depuis 2 siècles, le mouvement des idées n'a pas cessé de battre en brèche les croyances, les disciplines, les hiérarchies traditionnelles. Il n'est point de principe moral, politique, social, naguère admis sans conteste, qui ne se trouve soumis à la plus âpre controverse, ébranle souvent et parfois renverse. L'antique subordination dans la famille, dans les professions, dans l'État est aujourd'hui mal acceptée. Le texte poursuit: Le français reconnaît chaque jour moins volontiers ce qu'on est convenu d'appeler l'autorité établie. Plus loin, la cohésion n'est pas naturelle au français. L'effacement du moi, les règles précises, la subordination lui sont pénibles. Préoccupé tout d'abord de ses droits avant de se soumettre, il en délibère, ne cède à la hiérarchie qu'à condition qu'elle lui paraisse justifiée. C'est pourquoi la solidarité, la discipline ont chez lui quelque chose de frémissant de contenu, d'instable qui rend son action en commun inégale et malaisée. En août 1938,
Leurs chemins vont se séparer quand le colonel de Gaulle consacrera dans son livre La France et son armée une dédicace dédiée au maréchal Pétain différente de celle que ce dernier aurait souhaitée. La faiblesse de la démocratie ne se manifeste-t-elle pas, dit-on dans l'entourage de Pétain, dans l'irrésolution comme en témoigne l'attitude des dirigeants des pays démocratiques vis-à-vis de la montée de l'hitlérisme? La loi du nombre n'est-elle pas la loi de la médiocrité, dit-on dans l'entourage du maréchal? L'ordre politique serait perverti par les principes démocratiques liberté, égalité, fraternité, que l'on substitue aux lois naturelles, historiques, fondées sur les notions d'ordre, de devoir et de service. L'égalité engendrerait le chaos, la liberté mènerait au vice, la fraternité favoriserait les passions, entretenues par l'esprit de faction. Dans son article paru dans la Revue des Deux Mondes du 15 septembre 1940, Pétain définit ce qu'il entend par liberté, égalité et fraternité. Lorsque nos jeunes gens, lorsque nos jeunes filles entreront dans la vie, nous ne les abuserons pas de grands mots et d'espérances illusoires. Nous leur apprendrons à ouvrir les yeux tout grands sur la réalité. La liberté? Nous leur dirons qu'il est beau d'être libre, mais que la liberté réelle ne peut s'exercer qu'à l'abri d'une autorité tutélaire qu'ils doivent respecter, à laquelle ils doivent obéir. Nous ne nous contenterons pas pour eux de la liberté de mourir de faim, même si cette liberté leur donne le droit de déposer un bulletin de vote tous les 4 ans dans une urne, nous leur reconnaîtrons le droit au travail, non pas toutefois à n'importe quel travail, car dans ce domaine, leur liberté de choix trouvera sa limite dans les possibilités de la situation économique et dans les exigences de l'intérêt national. Il récidive dans son discours du 8 juillet 1941. La Révolution nationale doit rétablir le citoyen juché sur ses droits, dans la réalité familiale, professionnelle, communale, provinciale et nationale. C'est de cette réalité que doit procéder l'autorité positive et sur elle que doit se fonder la vraie liberté, car il n'y a pas, et ne doit pas y avoir de liberté théorique et chimérique contre l'intérêt général et l'indépendance de la nation. L'égalité? Nous leur dirons ensuite que l'égalité est une belle chose, sur certains plans et dans certaines limites, mais que si les hommes sont égaux devant la mort, s'il appartient à une société civilisée de les rendre égaux devant la loi et de leur accorder devant la vie, des chances égales, ces diverses sortes d'égalité doivent s'encadrer dans une hiérarchie rationnelle, fondée sur la diversité des fonctions et des mérites, et ordonnée, elle aussi, au bien commun. Enfin, la fraternité? Nous leur dirons enfin que la fraternité est un idéal magnifique, mais qu'à l'époque douloureuse que nous traversons, il ne saurait y avoir de fraternité véritable qu'à l'intérieur de ces groupes naturels que sont la famille, la cité, la patrie. La démocratie, synonyme de licence selon les contre-révolutionnaires, cultive le ressentiment et se repaît de chimères. Aussi, dès le 25 juin 1940, Pétain se fait accusateur. Ce n'est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal, les paroles trompeuses et les mensonges consubstantiels de la démocratie. L'idéal démocratique aurait-il contribué par des rêves et des mensonges à désarmer moralement et matériellement la France? Les accords Matignon de juin 1936 sur les congés payés et la création d'un sous-secrétariat d'État aux loisirs et au sport sont le fruit, aux yeux de Pétain et de ses séides, de l'esprit de jouissance et de facilité, esprit qui aurait fait perdre le goût du travail, de l'effort, du sacrifice aux ouvriers. Au nombre des nombreuses contradictions de Vichy, la condamnation de la politique festive et sportive du Front populaire, politique poursuivie et enrichie sous ce même Vichy. Victor Vande rappelait que la presse fut chargée de reprocher au peuple d'avoir vécu toutes ces années dans l'insouciance et le gaspillage, de ne pas avoir fréquenté les églises, d'avoir cessé de croire en Dieu, de ne plus avoir eu d'enfants, enfin d'avoir perdu le goût et la volonté de travailler. Le peuple avait vécu dans l'illusion que la vie était faite de congés, non de travail et que l'État, la République, était là avant tout pour organiser les voyages de vacances des petits bourgeois et des ouvriers. C'était là le ton adopté par le nouveau régime. Accusation portée à l'encontre de la démocratie parlementaire. Son mode de représentation et son mécanisme créeraient un abîme entre le pouvoir central et les citoyens, divisant ainsi la société. Son mode de représentation ou de recrutement porterait en lui le germe de la décadence. Les autorités chargées de conduire la nation seraient mal choisies. En cause, bien entendu,
le suffrage universel par lequel le citoyen désigne les députés, mais ne peut que délivrer des blancs-seings à des inconnus qui forment alors des coalitions partisanes. Suffrage universel que les militaires, la Grande Muette, ne connaissent pas, n'ayant pas comme les femmes le droit de vote. Pétain n'a donc que faire d'un droit qu'il n'exercera jamais. Dans son discours du 8 juillet 1941, Pétain condamne le suffrage universel. Il ne suffira plus de compter les voix. Il faudra peser leur valeur pour déterminer leur part de responsabilité dans la communauté. Les partis politiques défendent les intérêts particuliers aux dépens de l'intérêt général et hypothèquent donc l'avenir de la nation. En 1942, le procès d'Orion sera le procès fait à la souveraineté populaire et ses effets pervers, à savoir, selon Vichy, le Front populaire et ses lois sociales. Le président Pierre Cahoux, portant manteau d'hermine, ne reprochera-t-il pas à Léon Blum d'avoir suivi les électeurs mal éclairés en appliquant les accords Matignon plutôt que de les avoir guidés? C'était oublier que le patronat était alors demandeur de ces mêmes accords. Deuxième défaut, toujours selon Vichy, de la démocratie parlementaire. Son mécanisme serait la cause de l'instabilité et de la guerre civile. Le parlementarisme crée deux mondes antagonistes, le pays légal et le pays réel, selon la distinction maurassienne. Dans son 6e appel radiodiffusé du 13 août 1940 qui annonce les premières grandes mesures prises par son gouvernement, Pétain fait le procès des partis politiques et de leur pratique de la surenchère. Pendant les 3/4 de siècle qui ont précédé la guerre, le régime auquel étaient soumis les Français avait pour principal ressort la culture du mécontentement. La règle du jeu consistait à aviver tous les motifs d'irritation, légitimes ou illégitimes, jusqu'à faire croire à notre peuple, qui était alors un des plus heureux de la terre, qu'il en était le plus déshérité. Chaque parti n'hésitait pas à promettre d'ailleurs qu'il suffirait que la France lui confiât les leviers de commande, pour que l'enfer auquel les Français étaient voués fît place au plus merveilleux paradis. Aujourd'hui que la France est en proie au malheur véritable, il n'y a plus de place pour les mensonges et les chimères. C'est pourtant ce même régime qui est sorti victorieux de la Première Guerre mondiale. A-t-il changé ? Le 18 septembre 1927, dans un discours prononcé à l'inauguration de l'ossuaire de Douaumont, Pétain distingue la bonne République, de 1870 à 1914, de la mauvaise, après 1918. Notre pays, instruit par les revers de 1870, était imposé pendant 44 ans la discipline des peuples qui veulent tenir leur place dans le monde. Le respect de l'autorité, la volonté de l'ordre, le culte de la patrie, indiscuté et placé au-dessus des luttes intérieures, le consentement aux charges de la défense nationale. Aussi, une telle éducation explique qu'à l'heure du destin, le pays ait pu affirmer sa décision inébranlable de vaincre, accorder ses efforts et accepter tous les sacrifices. Les instituteurs, ces hussards noirs de la République, avaient ici les faveurs de Pétain. Encore faut-il que ces dispositions soient entretenues par l'éducation nationale. Sans préparation morale et matérielle, les épreuves qui sont inévitables dans la vie d'un peuple ne sauraient être acceptées de leur plein gré par les citoyens et abordées avec confiance. Tout ce que nous avons fait de grand a procédé de la qualité de nos sentiments et de notre sens des réalités. Et ce ne serait pas en nous éloignant des principes d'ordre, encore moins en glissant aux doctrines dissolvantes que nous préparerions les générations futures aux difficultés de l'avenir. Depuis les mutineries de l'armée en 1917, Pétain voit dans le pacifisme une perversion de la démocratie. 1789 à 1940. Le 17 janvier 1941, M. Allen, correspondant du New York Times, interroge Pétain tout d'abord sur les divergences ou convergences possibles entre la Révolution française de 1789 et la Révolution nationale de 1940. Reprenant la distinction marxiste entre liberté réelle et liberté formelle, Pétain rappelle que les révolutions françaises de 1789, 1830, 1848 ont eu un grand retentissement en Europe, parce que la plupart des nations européennes connaissaient alors un régime politique analogue au régime français et que la contagion de l'exemple pouvait y allumer dans les milieux comparables, intellectuels, petits bourgeois, bas clergé, de rapides étincelles. Les révolutions européennes du XIXe siècle se sont donc faites en synchronisme avec les révolutions françaises correspondantes. Une même idée de liberté les animait.
Mais cette notion de liberté n'est point celle que l'on admet communément. Les cahiers de doléances du tiers-état s'accordaient à réclamer en 1789 beaucoup plus un ensemble de libertés concrètes que l'abstraite liberté. Bucolique, Pétain continue en faisant référence au fameux arbre de la liberté planté en 1792 et en 1848, symbole de régénération et de croissance. Le bel arbre de 1789, replanté en 1848, a donné ses fruits et ses fruits sont tombés. Il s'agit de refaire aujourd'hui un nouveau verger dans un espace restreint. Celui de la zone non occupée. Et l'empire colonial ? Un Vichy particulier s'y épanouira, un Vichy sans les Allemands. Le 8 juillet 1941, lors de la séance inaugurale des travaux de la 3e commission du Conseil national, chargée d'élaborer la nouvelle constitution, Pétain stigmatise les 15 régimes constitutionnels différents que la France a connus depuis 150 ans, c'est-à-dire depuis la Révolution française, source, paraît-il, de tous nos maux. En 5 générations, la France a passé alternativement des régimes les plus autoritaires aux régimes les plus libéraux, de la dictature conventionnelle ou napoléonienne au régime de la liberté réglée ou de la liberté déréglée, de la monarchie à l'empire, de l'empire à la république démocratique qui a fini dans l'impuissance de décider et même de délibérer. Ici, Pétain a la mémoire courte puisqu'il occulte la victoire de 1914 à 1918, célébrée comme une victoire de la République et de la démocratie face à l'Empire allemand. Mais ce n'est ni la première ni la dernière fois que le maréchal aura une mémoire sélective. Le mythe du sauveur recompose l'histoire à son profit. Pétain demande ensuite aux 20 membres de cette commission d'avoir cette expérience sans cesse présente à leur pensée, pour reconstruire un pays longtemps voué au changement, à l'instabilité et finalement installé dans l'incertitude, la surenchère des partis, et la hargne générale. Les circonstances dans lesquelles elle vient d'être interrompue, une fois de plus, comportent une leçon inexorable et peut-être un dernier avertissement. Pétain ou le chaos en somme. Il poursuit son discours en condamnant le mode de représentation et le mécanisme de la démocratie, au nom soi-disant des faits. Le régime électoral, représentatif, majoritaire, parlementaire, qui vient d'être détruit par la défaite était condamné depuis longtemps par l'évolution générale et accélérée des esprits et des faits dans la plupart des pays d'Europe, et par l'impossibilité démontrée de se réformer. Il est vrai que son expérience de ministre de la guerre dans le cabinet Doumergue en 1934 et les tentatives malheureuses de ce dernier pour renforcer les pouvoirs de l'exécutif n'ont pas été sans effet sur ses conceptions politiques. Pour autant, n'oublions pas que Pétain appartient à la Grande Muette, et que par conséquent il ne bénéficie pas du droit de vote. Peu lui chaud donc qu'il soit supprimé. Reste que, évoqué en filigrane en parlant des pays d'Europe et devant la Commission, mais sans les nommer, du nazisme, du fascisme, du franquisme et du salazarisme pour justifier le changement de régime en France, ne laisse pas de doute sur les finalités de la Révolution nationale. Autre expérience malheureuse, celle-ci, de nature militaire qui a nourri son aversion pour le parlementarisme. L'offensive du 16 avril 1917 préparée par le général Nivelle, successeur de Pétain au commandement de la 2e armée, alors jugée trop pessimiste, offensive qui tourne au désastre. Le gouvernement, pressé par l'opinion publique, veut finir au plus vite la guerre. Pétain en conservera un mauvais souvenir, accusé d'être pessimiste parce que refusant toute offensive. Il se confie à Henri Bordeaux, le lendemain de l'offensive. On le reprochera à tous ceux qui disent la vérité. On redoute l'opinion, quand l'opinion se mène et quand le pays est plein de bonne volonté. Un général en chef doit être un homme d'État. Il faudrait peu d'hommes pour conduire la France. Trop de parlements, trop de ministres, trop de comités. Pétain revient à la charge le 14 octobre 1941, à l'occasion de l'ouverture de la 2e session de la Commission du Conseil national, qui manifestement n'a pas retenu ses leçons données quelques mois plus tôt. La Révolution nationale ne semble pas une évidence pour tous. En ouvrant votre première session le 8 juillet dernier, je vous ai exposé les principes qu'une longue méditation et l'exercice du pouvoir m'ont conduit à considérer comme la base indispensable de la structure nouvelle de l'État. Le chef médite, le peuple obéit. Il s'en prend alors au mode de représentation et à la liberté formelle qui en découle.
facilement asservi par les maîtres qu'il avait l'illusion de choisir au moyen d'élections ne pouvant ni donner une représentation exacte du pays ni dégager des élites, le Français n'avait plus qu'une ombre de liberté. Encore payait-il cette illusion, qui lui était chère, de tous les maux qu'engendrent le désordre et la démagogie. Liberté réelle contre liberté formelle. Il en découle que, incité par des promesses électorales à revendiquer plus qu'à servir, chacun n'avait que trop pris l'habitude d'oublier ses devoirs qui sont pourtant la conséquence et la justification des droits. Peu à peu, la disparition des disciplines, la méconnaissance de la hiérarchie, l'effondrement de l'autorité avaient abouti à l'impuissance totale de l'État. Du maurassisme pur jus. Le désastre de 1940 n'est alors, pour Pétain, que la conséquence de la faillite des institutions démocratiques qui ont échoué devant les régimes autoritaires. La leçon est claire. Il la donnait dans son message du 12 octobre 1940 en la singularisant par rapport aux leçons de nos voisins totalitaires. L'ordre nouveau est une nécessité française. Nous devons tragiquement réaliser dans la défaite la révolution que dans la victoire, dans la paix, dans l'entente volontaire de peuples égaux nous n'avons même pas su concevoir. Là encore apparaissent clairement les profondes divergences entre Pétain, qui choisit la stratégie hexagonale de repli sur soi, en dépit de la présence de l'ennemi sur le territoire français, quand De Gaulle fait de la défaite de l'ennemi et de la liberté recouvrée de priorité avant toute réforme de la France. Prémonitoire, Maurice Garçon suggère dans son journal en date du 14 septembre 1940, « Il faut souhaiter la victoire des Anglais. Elle seule peut nous tirer d'affaire, nous rendre notre liberté, nous permettre de nous refaire. Puis, lorsque nous nous serons remis de nos épreuves, quand nous aurons repris notre force, que nous serons redevenus une grande puissance, alors seulement, ayant réglé à l'intérieur le compte de ceux qui nous ont mis là, nous devrons envisager de nous tourner vers l'Allemagne pour organiser en Europe un ordre nouveau, générateur de paix, mais qui ne nous sera pas imposé et que nous aurons pu librement débattre. » Vichy, un espace mental normé. La pensée du maréchal procède de la pensée organiciste ou holistique. L'individu se dissout dans le tout, le peuple. Vichy devient un tout organique. Soulignons néanmoins qu'à sa tête, Pétain n'est pas un doctrinaire politique et que, selon Jean Tracou, celui-ci n'ouvrait qu'un seul journal, l'Action française. N'étaient ses discours et messages. Pétain n'a pas consigné sa pensée politique dans un livre comme le feront bon nombre de dictateurs. Pour autant, de nombreux ouvrages seront, durant les années 1940 à 1944, consacrés au culte du maréchal et à l'idéologie pétainiste, construite par sédimentation. À partir de 1940, le mythe Pétain va se déployer dans un espace mental, hiérarchique, ordonné, organisé, purifié, élitiste, à l'intérieur d'un espace géographique, la zone dite libre. Libre des injonctions de l'occupant, mais pas de celles de Pétain. Normer l'univers mental de la communauté, pour discipliner les citoyens, diriger leur conscience, régler l'existence, dominer les pensées et taire les oppositions, tel est l'objectif que se fixe Pétain. Il a lui aussi une certaine idée de la France. Et ses discours et messages sont désormais les tables de la nouvelle loi, qui doivent arracher les Français au mirage de la civilisation matérialiste. En particulier, son discours du 8 juillet 1941 pose les bases de la Révolution nationale. Un an après le coup d'État, preuve que rien n'avait été pensé avant la défaite. Instruit de la psychologie des foules de Gustave Le Bon quand il fut instructeur à l'école de guerre, Pétain n'ignore pas que pour donner aux foules une cohérence mentale et une certitude affective, il faut bâtir un système de croyances, dogmatique par essence et utopique par nécessité. Ce système donne aux foules qui s'imaginent être le jouet d'un univers instable, complexe et agressif, une grille de lecture du monde pour comprendre les événements, leur donner un sens et une direction. L'idéologie pétainiste est un ciment à prise rapide qui vient consolider une fracture béante, celle de la défaite. Pétain chasse le doute des esprits puisqu'il leur interdit par une parole comminatoire le raisonnement et reste imperméable aux faits contraires. C'est par les croyances que l'unité mentale de la masse s'obtient. Pétain n'a-t-il pas déclaré en 1935 que la France n'a pas besoin d'idées, parce que les idées divisent ? Le pétainisme s'apparente à une forme de télépathie sociale qui entend que les mêmes pensées, les mêmes images soient évoquées pour des millions d'individus et enregistrées par eux.
La conscience de chacun est alors accaparée par un seul sentiment et un seul guide. Normer l'univers mental, c'est amener le citoyen à la docilité. Il s'agit de mettre fin à cet esprit revendicatif qui, passant du social au politique et réciproquement, nous a perdus parce qu'il nous a dissociés et décomposés. Les mœurs et les pratiques, qui sévissaient dans les rapports du capital et du travail, procédaient des mœurs et des stratagèmes du régime des partis qui étaient autant de syndicats politiques. Normer l'univers mental, c'est également établir les certitudes éternelles qui rassurent. Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles, la vertu dont j'ose dire le nom démodé, la patrie, la discipline, la famille et ses mœurs, la fierté, le droit et le devoir du travail. Dans ce même discours, Pétain en appelle à l'ordre, une de ses nombreuses obsessions. Après la paix, le premier besoin des peuples est l'ordre, l'ordre dans les choses, dans les institutions, dans la rue, dans les entreprises. Sans ordre, pas de prospérité, pas de liberté. Normer l'univers mental, c'est imposer une même manière de penser et d'agir, un même esprit. Nous sortons d'une époque d'analyse, d'éparpillement, de dissociation qui nous a conduits où nous sommes. Nous entrons désormais dans une époque de synthèse réfléchie, je dirais même systématique. Synthèse de l'intelligence, des sentiments, de la volonté pour la formation de l'homme concret et complet. Intégration de l'individu dans le milieu social, dans la région, dans la nation. Cohésion des communautés naturelles entre elles et avec l'école, avec l'université par la formation morale et spirituelle, professionnelle et civique de la jeunesse française. Synthèse partout et toujours. Le même esprit doit vivifier toutes les organisations. Les certitudes éternelles sont aussi celles du dictateur Salazar, chef du gouvernement portugais. La manie philosophique avait commencé à ébranler dans les intelligences l'adhésion aux vérités éternelles et à ronger dans les esprits les grandes certitudes. À un moment donné de l'œuvre destructrice, on a vu avec panique que rien n'avait remplacé ces bornes millières dont les âmes se servent pour conduire dans la vie. On avait nié Dieu, la certitude, la vérité, la justice, la morale, au nom du scepticisme, du pragmatisme, de l'épicurisme, de 1000 systèmes confus dont le vide avait été rempli avec difficulté. Il est un seul domaine où Pétain se distingue de Salazar, la quasi-absence de la référence à Dieu dans ses discours. Normer l'univers mental, par la suggestion et la domination, est un impératif pour Vichy en compétition avec Londres dans la conquête des âmes. La guerre est aussi celle des ondes. Pour preuve, les formes de résistance des Français que Jean Guéhenno consigne dans son journal des années noires, 1940 à 1944. Il note ainsi le 8 décembre 1940 « Les Grecs infligent aux Italiens une défaite sérieuse ». Alors on peut lire dans les couloirs du métro cet avertissement aux Allemands, gribouillé par quelques titis parisiens, 22, Vélà les Grecs. Le même notera, le 14 juin 1941, soit un an après l'entrée des troupes allemandes à Paris. Aujourd'hui, les Parisiens aux yeux de verre, par un accord secret, portent tous une cravate noire, résistance à l'oppression. Le 14 juillet, il soulignera l'ingéniosité des Parisiens, pour rassembler de quelque manière les trois couleurs interdites. Les souliers bleus, les bas blancs, la robe rouge de l'une. La veste rouge, le sac bleu, les gants blancs de l'autre. Si l'organisation change les foules naturelles ou spontanées en foules artificielles ou organisées, la communication fait de ces dernières des publics. Gabriel Tarde explique que par la simple éloquence, on hypnotisait 100 ou 1000 auditeurs. Par le livre manuscrit, déjà beaucoup plus de lecteurs. Par la presse, on fascine à des distances inouïes des masses humaines incalculables. Ici, la contagion n'est plus de nature sensorielle comme avec la foule, mais intellectuelle, et la suggestion se fait à distance. La résistance gaulliste crée donc un public dans la mesure où chaque résistant est convaincu de partager les mêmes idées, au même moment, avec d'autres résistants semblables à lui. Sera victorieux celui qui saura contrôler l'opinion publique et créer une cohésion mentale. Au reste, Pétain n'ignore rien des foules artificielles, dont l'armée est l'archétype. N'est-ce pas là que l'on trouve une âme collective fortement trempée, une solidarité et une cohérence ? Normer l'univers mental, c'est transfigurer la défaite de 1940. La révolution nationale signifie la volonté de renaître, affirmée soudain du fond de notre être, un jour d'épouvante et de remords. Elle marque la résolution ardente de rassembler tous les éléments du passé et du présent qui sont sains et de bonne volonté pour faire un État fort, de recomposer l'âme nationale, dissoute par la discorde des partis,
et de lui rendre la conscience aiguë et lucide des grandes générations privilégiées de notre histoire. Normer l'univers mental, c'est imposer une pensée manichéenne qui entend rendre la lecture du monde plus simple pour faciliter les choix. Le nouveau citoyen ne peut rester neutre. Entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, entre la santé et la maladie, entre l'ordre et le désordre, entre la France et l'anti-France. Il faut choisir, ordonne Pétain dans son article consacré à l'éducation nationale, et paru dans la Revue des Deux Mondes du 15 août 1940. La croyance, souvent construite sur le syllogisme, doit s'imposer par son évidence. Pétain en appelle de manière binaire à une réforme intellectuelle et morale qui oppose à la facilité le sens de l'effort, au danger de la paresse la dignité du travail, à l'abandon de la jeunesse son élévation dans l'espérance et la foi, à l'égoïsme contagieux la primauté de la patrie. Aussi, à l'individualisme qui détruit les liens sociaux, Pétain oppose un système qui réconcilie les contraires en conjurant l'anomie. Système au sein duquel la politique doit se transformer en mystique. Dans l'allocution du 10 octobre 1940, il définit les traits essentiels du nouveau régime, national en politique étrangère, hiérarchisé en politique intérieure, coordonné et contrôlé dans son économie, et par-dessus tout social dans son esprit et dans ses institutions. Vous y reconnaîtrez les grandes lignes de cette révolution nationale qu'ensemble nous accomplirons, qu'ensemble nous poursuivrons, et dont la prochaine constitution déterminera les moyens et les cadres. Mais la croyance doit également s'imposer par son pouvoir de refaçonner le monde, grâce au mythe de l'âge d'or ou de la société parfaite. Elle donne des valeurs fixes. La croyance collective a surtout la particularité d'être intransigeante, fanatique, puriste et exclusive. Elle confère au groupe qui a raison, la légitimité, la toute-puissance, l'invincibilité et l'immunité. La milice en fera tragiquement la preuve en 1943-1944. Normer l'univers mental, c'est donner priorité à l'ordre naturel. L'espace codifié établit chacun en son état. La Révolution nationale entend exhumer du passé les lois naturelles antérieures et supérieures aux volontés des hommes. Paraphrasant Charles Maurras pour qui c'est la société grande fée bienfaisante qui forme l'individu et non le contraire, Pétain annonce que l'homme tient de sa nature ses droits fondamentaux, mais ils ne lui sont garantis que par les communautés qui l'entourent, la famille qui l'élève, la profession qui le nourrit, la nation que le protège. Au reste, la famille n'est-elle pas le berceau de la soumission ? Charles Maurras ne dit pas autre chose. Ayez une société solide dans laquelle le premier noyau social, la famille, soit fort. Ayez des associations puissantes, des associations de métiers notamment. Ayez un État bien construit. Dans son livre « Comment on relève un État », Antonio Salazar décrit les principes d'un ordre nouveau, principes que l'on retrouve dans les discours de Pétain. Notion et sens de la patrie et de la solidarité nationale, famille, cellule sociale par excellence, autorité et hiérarchie, valeurs spirituelles de la vie et du respect dû à la personne humaine, obligation du travail, supériorité de la vertu, caractère sacré des sentiments religieux, voilà l'essentiel pour la formation mentale et morale du citoyen de L'. État nouveau. Ne condamne-t-il pas comme Pétain la soif des jouissances matérielles et la dissolution des mœurs qui ont corrompu la richesse et ses sources, le travail et ses applications, la famille et sa valeur sociale? Jugeant le parlementarisme anglais incompatible avec la culture d'autres pays européens, Salazar prône, comme Pétain, un État corporatif, anti-parlementaire, antidémocratique, antilibéral qui arrache le peuple à l'esclavage de la plutocratie. Si ce mot ne figure jamais dans les discours de Pétain, il n'en est pas moins fustigé. Comme le pétainisme, le salazarisme se distingue du fascisme et du national-socialisme par la place dévolue à l'État qui ne possède pas en lui-même sa fin et sa raison d'être. Ils se rejoignent dans la critique du libéralisme et la nécessité de recréer les groupes naturels. De fait, pour Salazar, le libéralisme politique du XIXe siècle a créé le citoyen, individu démembré de la famille, de la classe, de la profession, du milieu de culture, de la collectivité économique auquel il appartenait et lui a conféré, afin qu'il l'exerçât facultativement, le droit d'intervenir dans la constitution de l'État. C'est ainsi que se trouvèrent placées là les sources de la souveraineté nationale. Si l'on examine bien les choses, nous sommes en présence d'une abstraction, concept erroné ou insuffisant,
Et c'est en allant vers les groupes naturels nécessaires à la vie individuelle et dont est réellement constituée la société politique que l'on trouvera plus sûrement le point d'appui que nous cherchons. Pétain ne saurait mieux écrire ou faire écrire par ses conseillers. La Révolution nationale annonce le retour à la France d'antan. Dans son opuscule dédié au maréchal Pétain, le capitaine de frégate Le Roc compare les traits fameux par lesquels l'écrivain Charles Péguy a caractérisé cette ancienne France, dont le maréchal est le plus parfait représentant, cette France non encore américanisée qu'ont connue nos grands-parents et dont le chef de l'État veut précisément restaurer chez nous les fines qualités. Le jésuite Paul Donker fera de Péguy, critique du monde moderne, le prophète de la Révolution nationale, dans la revue Cité Nouvelle, le 26 octobre 1942, article reproduit dans Péguy, La Révolution et le sacré. Péguy ne sera pas mort en vain au bord de la Marne en 1914, si la Révolution de 1940 engage dans la voie que son génie et son héroïsme ont marqué à la France vaincue, alors que la France victorieuse de 1919 avait été trop distraite pour l'écouter et trop légère pour la comprendre. Il n'est pas d'ordre sans corps intermédiaire, ceux que la Révolution française avait supprimés. Ils doivent de nouveau encadrer les Français. Pétain, Démiurge, ne se propose-t-il pas de recomposer le corps social ? Le mythe des facteurs sociaux est consubstantiel à tout projet autoritaire. Quelles fonctions doivent remplir ces corps intermédiaires ? Ils doivent conjurer les forces de dispersion par l'intégration, la régulation morale et physique des Français, aussi bien sur le plan familial, communal, professionnel. Et faire naître un nouveau citoyen, un homme nouveau. Dans son discours du 8 juillet 1941, Pétain présente les grandes lignes de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.